bienvenue pour cette conférence sur le thème de comment décider quand on n'a pas de chef. Alors quand on se pose cette question, je crois que la première chose qui m'interroge, c'est qu'est-ce qu'on appelle une décision. Aujourd'hui, je crois que dans notre société, on pense que la décision, c'est quelque chose de simple, d'assez automatique, alors qu'en fait, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et je voudrais prendre quelques exemples un petit peu pour illustrer mon propos. Et le premier exemple, c'est moi ici sur scène. Si vous me voyez là aujourd'hui, vous devez vous dire que j'ai décidé de venir. Et pourtant, pas du tout. Quand le Web Today a fait son appel à speaker, moi j'étais à l'autre bout du monde, avec ma copine en Nouvelle-Zélande, en train de faire de la rando. J'avais pas accès à mes mails, pas accès à mon téléphone. Bon, j'étais bien, quoi. Et deux de mes collaboratrices ont décidé de m'inscrire à ma place. Elles savaient en fait que j'avais pour projet, moi, de m'installer à Nantes, de venir d'ici 6 mois, 1 an, profiter de votre belle ville. Et que du coup, c'était super important pour moi d'avoir l'occasion de me présenter, de venir un petit peu partager ce que j'avais en tête, et puis de vous rencontrer, de commencer à faire des premiers contacts. Ce qui fait que quand je suis revenu de vacances, l'appel à speaker était terminé, j'étais inscrit et il fallait que je vienne. Et l'exemple, pourquoi je le trouve intéressant, c'est parce que finalement, ça montre qu'il peut y avoir une grande différence entre celui qui décide et celui qui fait. Et ça, dans certaines situations, ça peut être compliqué. Il y a un autre exemple que j'aime bien sur le sujet, c'est l'exemple de la politique. En politique, assez régulièrement, il y a des décisions qui sont prises, en tout cas annoncées, et qui sont peut-être jamais suivies des faits. Quel meilleur exemple en ce moment que celui du Brexit, hein. Que la décision soit bonne ou mauvaise, là n'est pas mon propos. Simplement, ça fait 2 ans que le peuple a soi-disant décidé et que concrètement, il ne se passe pas grand-chose et que ça avance pas. Alors, comme disait Jacques Chirac, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais ce qu'on voit ici, finalement, encore, c'est qu'il y a une vraie différence entre ce que c'est qu'une décision et ce que c'est que l'exécution de la décision. Et l'écart qu'il y a entre ces exemples politiques montre bien que ça questionne un petit peu qui est le décideur dans tout ça. Est-ce que le peuple, c'est le décideur? Est-ce que le politique, c'est le décideur? Est-ce que finalement, le décideur, c'est celui qui mettra en place quelque chose? Ça se questionne. Et je vais prendre un dernier exemple assez précis, assez symptomatique, et aussi un peu polémique, pour expliquer pourquoi, pour moi, il peut y avoir une grande différence entre ce qu'on conçoit comme la décision et ce qu'elle est réellement. Et ce dernier exemple, c'est celui d'une condamnation à mort. Dans notre société, dans les sociétés en tout cas où la peine de mort existe, on considère que c'est le juge qui décide de la condamnation à mort. Mais au fond, moi je crois que c'est aussi le bourreau qui prend sa décision le matin de venir travailler. Pourquoi je pense finalement que le bourreau il décide aussi de tuer et que finalement le juge il n'émet qu'un avis, une demande? C'est parce que si le bourreau, comme celui-ci, s'il reste à contempler la vie, à se poser la question de qu'est-ce qu'il veut faire, et qu'il reste dans sa forêt au lieu de venir le matin faire son travail, il n'y aura pas de mort ce jour-là. Alors bien sûr, vous allez me dire, si on appelle un autre bourreau, ça fonctionnera à ce moment-là. Oui, sûrement. Mais là encore, c'est cet autre bourreau qui prendra la décision de tuer quelqu'un. Et si cet autre bourreau rejoint son ami bourreau dans la forêt, il n'y aura toujours pas de décision qui aura été prise. À travers ces 3 exemples, ce que je veux essayer de vous faire sentir, c'est que là où on pense souvent que la décision, ça consiste à dire ce qu'il faut faire, je crois profondément qu'en fait, décider, c'est agir. C'est exécuter une décision, c'est la mettre en place. Et si je me rapproche un petit peu du thème de cette conférence, j'imagine que vous commencez à comprendre là où je veux en venir, c'est que dans nos organisations, trop souvent, le chef, c'est celui qui décide à la place des autres. Je prends une deuxième citation de Jacques Chirac parce que je l'aime beaucoup. Un chef, c'est fait pour cheffer. Et si du coup les chefs ne font que cheffer et décident à la place des autres, on se retrouve concrètement avec un décalage très souvent entre la décision, quand elle est prise, et l'action quand on la met en place. Ce qui peut arriver, par exemple, c'est de prendre une décision trop tôt. Et le temps que la décision soit mise en place, elle est peut-être plus pertinente. Mais on la fait quand même, parce que sinon on a des problèmes avec son chef. Et puis souvent aussi, la décision elle est prise trop tard. Parce qu'on connaît tous la lenteur des chaînes hiérarchiques. Et s'il faut demander à son chef, qui demande à son chef, qui demande à son chef, qui demande à un autre chef, on finit par un petit peu perdre du temps et s'éloigner du bon moment où il faudrait prendre cette décision.
Et nous, chez Flyzonest, et même moi personnellement, je suis vraiment convaincu que pour qu'une organisation elle fonctionne bien, que pour qu'une équipe elle avance vite, bah, il faut que les décisions elles soient prises au meilleur moment. Or, je crois qu'on est encore dans une société où il y a un petit élément de démesure autour du chef qui fait qu'on croit qu'il peut décider pour tout le monde. Peut-être que les chefs eux-mêmes croient qu'ils peuvent décider pour tout le monde. Et il y a sûrement plein de moments où ils ont raison. Mais il y en a quand même où ils ont tort. Et surtout, plus une organisation grandit, plus elle devient vivante, et plus ça va être difficile pour un bon chef de réussir à prendre toutes les décisions. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que un mauvais chef, c'est une équipe entière qui ne performe pas. Et que du coup, c'est très 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 risqué d'avoir une organisation où les chefs sont très forts, parce qu'il faut qu'ils soient tous très bons. Et ça, trouver des bons chefs, c'est pas non plus si simple. Donc avec tout ce que je vous ai dit, vous commencez à comprendre peut-être pourquoi chez Flyzonest, on a décidé de ne pas avoir de chef. Mais je pense que c'est quand même intéressant que je vous raconte un petit peu l'histoire pour voir exactement comment on en est arrivé là. Parce que ce n'est pas forcément un mode de fonctionnement qui est très naturel, classique, qui correspond à ce qu'on nous a appris. Et du coup, je pense que le cheminement est intéressant. Du coup, on a créé Flyzonest il y a 4 ans. On était 2, un peu plus jeunes, toujours aussi barbus. Et la première chose à comprendre, c'est que quand on a voulu monter Flyzonest, on voulait pouvoir être dispensable. D'abord, moi, j'avais jamais voulu monter une boîte. Pour être tout à fait honnête, quelques années avant de monter Flyzonest, je pense que je savais même pas qu'il y avait des fous qui montaient des entreprises. Moi, j'ai 2 parents fonctionnaires, j'ai fait des études d'ingénieur, je connaissais plutôt les grands groupes, et de me dire qu'il y avait des entrepreneurs qui montaient quelque chose, c'était vraiment très, très éloigné de ce que je connaissais. Et puis, mon associé Cédric sur la photo, il m'a un peu engrainé dans tout ça. Mais finalement, ça n'a jamais été mon plan de vie, quoi. Moi, je voulais plutôt simplement faire mon boulot, pratiquer mon métier, qui est de l'animation de collectif. Et du coup, quand on a monté la boîte ensemble, on s'est tout de suite dit qu'on ne voulait pas décider pour les autres. Au fond même, on s'est aussi dit qu'on avait d'autres projets dans la vie. Et donc, il fallait que ce projet il fonctionne, qu'on le lance. On a voulu monter une boîte pour le long terme. Mais en même temps, moi, j'ai écrit un roman, par exemple, avant de fonder cette société. Et je sais que je retournerai en écrire un jour. Et ça, du coup, ça veut dire que si c'est moi qui décide pour tout le monde, si je suis le chef, même partir en Nouvelle-Zélande un mois, c'est pas si facile. Du coup, on s'est vraiment posé la question dès le départ de on va essayer de s'organiser, voilà, sans être au cœur du dispositif, sans être indispensable. On a grossi. Et en fait, quand on a été 5, puis 8, c'était assez facile. Parce que l'organisation sans chef, en fait, c'est l'organisation naturelle d'un petit groupe de personnes qui se fait confiance. S'il y a des entrepreneurs dans la salle, quand vous démarrez avec quelques cofondateurs, vous vous rendez très vite compte qu'on n'avait pas besoin d'avoir un chef. On se fait confiance, on peut prendre des décisions ensemble, on a chacun notre légitimité, notre zone de travail. Et c'est ce système-là un petit peu qu'on perd quand on grossit. Et moi, pour travailler avec beaucoup de fondateurs de start-up, je sais qu'il y en a beaucoup qui regrettent cette douce époque où tout était fluide et où ils n'avaient pas besoin de prendre des décisions difficiles à la place des autres. Et donc nous, en grossissant, aujourd'hui, on est un peu moins d'une vingtaine. Là, je vous ai pris une petite photo d'une partie de l'équipe. On a voulu continuer à avoir ça. Et je vais vous prendre un exemple qui est un petit peu... qui est un petit exemple finalement de comment on voit les choses. Au début de Flyzonest, on avait décidé de ne pas vraiment avoir de titres. Parce que les titres, justement, ça donne un peu des liens statutaires, mais ça ne définit pas forcément très bien comment on fonctionne. Mais quand même, il y a certains de nos collègues qui nous ont demandé qu'est-ce que je mets sur LinkedIn, moi. Et à l'époque, un peu comme un pied de nez, on a décidé de tous mettre cofondateur. Même quelqu'un qui vient d'arriver chez nous, sur LinkedIn, et son titre officiel, c'est cofondateur. Parce que je ne suis pas sûr que le fait que moi j'ai initié ce projet, ça soit beaucoup plus important que quelqu'un qui va le reprendre et le faire avancer. Je ne suis pas sûr que quand je serai, peut-être pas en Nouvelle-Zélande, mais ailleurs, pour passer 1 an à écrire mon second roman, ceux qui seront dans la boîte à ce moment-là, ils seront sûrement beaucoup plus fondateurs du Flyzonest de demain que moi. Et donc on a voulu vraiment créer une société où tout le monde serait un fondateur et un entrepreneur du projet de demain. Et ça, vous imaginez bien qu'au quotidien, ce n'est pas non plus si facile. Et donc on arrive un peu au cœur de cette présentation que je voulais vous faire, c'est comment finalement nous, tous ensemble, on arrive quand même à fonctionner et à décider sans chef.
Parce qu'il ne faut pas croire quelque chose, c'est que les organisations sans chef, pour moi, elles ne sont pas horizontales. Il y a beaucoup de gens qui décrivent ce terme-là, qui utilisent ce terme-là pour décrire une organisation sans chef. Mais horizontale, ça voudrait dire qu'à chaque instant, tout le monde porte la même chose dans la boîte. Tout le monde fait avancer la même chose, tout le monde décide d'autant de choses. Et ça, c'est faux. Et c'est une illusion à laquelle il ne faut pas croire pour moi, parce que déjà, dans n'importe quelle organisation, il y a des leaders qui émergent. C'est bien normal, c'est même vital. C'est même un enjeu majeur que de faire émerger des leaders qui vont réussir à faire avancer la boîte. Et du coup, comment on fait pour savoir qui décide, comment on fonctionne? Je vais rentrer un petit peu dans le détail maintenant. La première chose, avant de vous expliquer exactement comment on fait, c'est que nous, dans notre façon d'aborder les organisations, on considère qu'il y a deux types d'activités principales dans tout projet. Le premier type d'activité d'une entreprise, d'entrepreneur, c'est ce qu'on appelle le build. C'est la construction de la boîte de demain. C'est toutes les activités qui vont permettre de mettre en place de nouvelles choses. Et quand on lance sa boîte, c'est que ça le début. Mais très rapidement arrive le deuxième type d'activité, c'est le run. Le run, c'est l'opération de la boîte au quotidien. Je ne sais pas si vous êtes un vendeur, par exemple. Le run, c'est de signer des contrats. Et le build, ça pourrait être de créer une nouvelle offre, d'aller la tester, de la déployer et de former vos collègues. Et pourquoi on fait cette distinction? C'est parce que c'est deux activités qui ne se pilotent pas du tout de la même manière, qui ne s'approchent pas du tout de la même manière. Et du coup, même pour nous, pour accompagner nos collègues et notre équipe à prendre des décisions sans chef, on ne va pas le faire de la même manière sur les deux sujets. Alors je vais commencer par le run, parce que c'est peut-être le plus simple. Le run, du coup, c'est l'activité du quotidien. C'est notre métier. Notre métier, c'est d'accompagner des clients, d'en trouver de nouveaux et de faire en sorte que leurs équipes se développent. Du coup, comment on fait pour que les gens décident bien? L'objectif, quand on n'a pas de chef, c'est pas non plus de laisser les gens isolés à prendre des décisions tout seuls dont ils auraient à assumer les responsabilités complètes. Et là, finalement, ce qui va être important pour nous, c'est de créer des espaces de transmission. Un peu comme les compagnons du devoir, ces artisans qui se forment les uns les autres. On a trouvé ça très important que pour que les gens puissent décider en pleine conscience et sans trop se planter, ils aient tout le savoir à disposition. Donc la première chose qu'on a fait, c'est de construire une base de connaissances très très poussée. Alors on est un peu old school chez Flash, donc on aime bien Wikipédia, et donc on a fait un wiki. Mais quand je dis qu'on a fait un wiki, on a fait un vrai wiki. C'est-à-dire qu'il y a plus de 100 pages. Chaque atelier qu'on va faire avec un client, il est décrit sur une vingtaine de pages Word. Il y a tous les schémas, toutes les possibilités, toutes les variantes. Et ça, pour nous, c'est vraiment hyper important, parce que quelqu'un qui vient d'arriver et qui se retrouve à faire un atelier en lead, alors qu'il ne connaît pas encore bien la chose, si on veut qu'il puisse décider de quel atelier il fait, dans quel ordre, comment ça se passe, il faut vraiment qu'il ait ce savoir à disposition. Alors il y a le savoir écrit, c'est fondamental, comme ça permet d'avoir une base commune, mais il y a aussi le savoir oral et la transmission, et ça chez Flash, on accorde beaucoup d'importance à la formation interne. Ça coûte pas cher la formation interne, c'est passer du temps avec ses collègues que normalement on aime plutôt bien, et en plus creuser et apprendre des choses ensemble. Donc la première chose qu'on fait par exemple, c'est tous les lundis midi, on fait du co-développement entre nous, sur notre métier. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous le co-développement, mais en quelques mots, le co-développement, ça consiste à faire de la formation sans prof, un peu comme une organisation sans chef, où finalement, on va se mettre les uns avec les autres, et on va dédier du temps à essayer d'aider une personne sur son problème. Essayer de l'aider à comprendre son problème, et essayer de lui proposer des solutions. Et en fait, en faisant ça, ça permet que les décisions qu'on prend sans chef, elles passent quand même par un certain screening, par un certain échange, qui fait que les gens sont à l'aise pour prendre des bonnes décisions et qu'on réduit les risques de mauvaises décisions. Et pour aller plus loin, au-delà juste de la transmission, ce qui est important aussi, c'est d'avoir des espaces de sollicitation pour poser des questions. Parce que le wiki, il a beau être extrêmement complet, il y aura toujours des situations inédites, et peut-être qu'on ne pourra pas toujours attendre le lundi midi pour poser des questions à ses collègues. Et pour ça, on a mis en place tout un système de mentorat qui finalement, pour nous, a pris le meilleur du management, mais on a enlevé une partie qui ne nous sert pas. Donc qu'est-ce que c'est un mentor? C'est quelqu'un qu'on choisit nous-mêmes tous les 6 mois et qui va nous accompagner, par exemple sur une session de 2 heures 2 fois par mois, et qui va nous accompagner à progresser personnellement. Et finalement, c'est vraiment comme un manager, en tout cas comme un bon manager, celui qui vous accompagne, qui vous fait grandir, qui vous inspire. Par contre, ce n'est pas quelqu'un qui décide à votre place. Il ne décide pas de votre périmètre, il ne décide pas de vos objectifs, il ne décide pas de votre salaire. Du coup, c'est beaucoup plus simple d'avoir une très bonne relation avec lui,
pour pouvoir vraiment dédier uniquement ce temps à votre progression et à la réflexion sur les décisions que vous devez prendre. Parce qu'encore une fois, prendre une décision sans chef, ça peut faire peur à des moments. Parce que c'est nous qui sommes responsables ensuite. Et donc, il faut un cadre pour s'assurer que ces décisions, elles sont vraiment prises dans de bonnes conditions. Une fois que vous avez créé ces espaces de transmission, ces espaces de sollicitation, où de manière officielle et très claire, les gens savent à qui ils peuvent demander de l'aide, sur la partie du run, vous êtes pas mal. Et le métier s'améliore de lui-même, et ces espaces de transmission vont même améliorer le savoir et notre wiki. Par contre, si on passe sur le build et sur la construction de la boîte de demain, on va voir que c'est beaucoup plus difficile. Et ça, je voudrais vous prendre un exemple de décision qu'on a dû prendre sur notre organisation, et pour être tout à fait clair, de décision que moi j'ai dû prendre. Parce que finalement, quand on est sur la partie du build, quand on est sur la construction de la boîte de demain, pour prendre des décisions, il faut quand même qu'il y ait des décideurs. Ça veut dire qu'il faut quand même qu'il y ait des personnes qui aient un mandat de prendre une décision, mandat validé par le groupe, et qui se fait assez naturellement en fait. Moi, j'étais à un instant T la personne qui avait le plus de légitimité, qui avait le plus creusé, rencontré de personnes, réfléchi au mode d'organisation. Du coup, c'était assez logique que ce soit moi que revienne la décision du prochain mode d'organisation. Donc à l'été 2017, on était une petite dizaine, et on commençait un petit peu à se sentir à l'étroit dans notre collectif. Parce que dès d'une dizaine de personnes, la communication elle est moins fluide. Les échanges sont plus longs, vous faites un tour de table, ça prend une demi-heure. Du coup, tous les modes de fonctionnement très naturels, que je vous ai décrits un peu avant, ils commençaient à se dissiper. Et pour retrouver ça, on a pris 6 mois pour réfléchir et pour prendre la décision de séparer l'équipe en deux. De séparer l'équipe en 2 équipes autonomes, chacune avec ses clients. Et là, cette fois-là, on l'a vraiment bien fait. On s'est donné 6 mois, on a consulté des experts, on a lu des livres, on a discuté avec toute l'équipe, on a anticipé toutes les questions, on a traité toutes les objections. Ça nous a pris du temps, mais en même temps, quand on l'a fait, le changement il a été instantanément pris par tout le monde et il a créé énormément de choses. Pour la petite histoire, quand on a séparé l'équipe en 2, Cédric et moi, les cofondateurs originaux, on a décidé de se mettre dans la même équipe pour que l'autre équipe, finalement, elle ne souffre pas d'être dans l'ombre de notre leadership. Parce que si on veut que les gens puissent prendre des décisions par eux-mêmes, il faut aussi leur laisser un peu de place. Que je le veuille ou non, je parle un peu trop souvent. Et j'ai du mal à leur laisser l'espace pour s'exprimer et prendre des décisions par eux-mêmes. Et puis aussi, c'est un peu de leur faute. Quand même, ils viennent me voir à chaque fois qu'ils ont un problème. Bon, je leur réponds, voilà. J'essaye peu à peu de justement leur laisser de la place. Et d'ailleurs, même venir à Nantes, c'est aussi une sorte d'évolution où je prends de la distance pour qu'eux, ils puissent prendre de l'espace. Mais si je reviens à mes séparations d'équipe, à ce moment-là, du coup, ce qu'on fait pour réussir à prendre une bonne décision, c'est quelque chose qui s'appelle une sollicitation d'avis. C'est un principe tiré du livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organization. Qui l'a lu dans la salle, ce livre? Un petit peu, mais pas tant que ça. Bon, je conseille vraiment aux autres de le lire. Ça, c'est quand même un classique très intéressant. Oui, il y a la version BD, exactement, si vous voulez. Pour commencer, mais quand même, bon, moi, j'aime beaucoup les livres, vous l'aurez compris, donc je préfère aller creuser le détail. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la difficulté avec ces livres, c'est que quand on les lit, ça change les choses, ça change notre point de vue, on a envie d'y aller. Et après, on voit tout de suite, quand on s'y essaye, la différence qu'il y a entre la théorie et la pratique. Et la mise en pratique de ça, c'est pas si simple. Parce que la sollicitation d'avis, encore une fois, la première fois, on l'a bien fait. Et puis la deuxième fois, un peu avant qu'arrive l'été 2018, là d'un coup, on se rend compte que, un peu pris par notre excitation, nos 2 équipes qui fonctionnent bien, nos clients, tout ça, on n'avait pas du tout anticipé que à l'été, on allait être assez pour faire 3 équipes et qu'il fallait un peu se reposer la question de l'organisation. Et là, cette fois, on n'a rien anticipé. On n'a pas franchement demandé à grand monde. On a, dans le rush, on a posé des questions à nos collègues, on a vite essayé de se mettre d'accord, on n'y est pas franchement réussi. Et là, il y a un matin, je me suis rendu compte qu'en fait, Erwan, c'était encore à toi de prendre cette décision. C'était encore à toi, c'était encore mon rôle, j'avais encore ce mandat-là. Je l'avais un peu oublié. Et la prendre, du coup, sans anticipation, ça a été beaucoup plus dur, ne serait-ce que personnellement. Il y a un moment où je me suis rendu compte vraiment que j'allais devoir décider d'une organisation, ce que j'ai fait, où plus de la moitié de l'équipe n'aurait pas pris cette décision. Et là, c'est pas si évident à assumer. On revient un peu à ce que je disais, où quand on n'a pas de chef, on se retrouve à
on est seul à un moment ou à un autre face à ces décisions. Et même si dans une équipe comme la nôtre, on est très solidaire, on est très bienveillant, on parle du quotidien des gens, et changer leur quotidien, ça a un impact sur eux, et ils ne sont pas forcément toujours si d'accord que ça. Et je pense que la conclusion que je voulais vous donner de cet exemple, c'est que quand on n'a pas de chef, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de leader, encore une fois, au contraire. Et ça veut aussi dire presque dans un sens que tous les membres de l'équipe doivent être des très forts leaders. Ils doivent pouvoir prendre ces décisions et les assumer devant un collectif dans lequel ils sont très proches, presque leurs meilleurs amis, en tout cas leurs collègues du quotidien. Et ça, c'est pas du tout évident. En fait, une organisation sans chef, c'est pas une organisation où il y a moins de décisions, c'est une organisation où il y a plus de décisions qui sont prises. C'est le but. Le but, c'est de se transformer le plus vite possible et d'avancer, toujours. Une organisation sans manager, c'est pas une organisation où il y a moins de management. Au contraire, c'est une organisation où il y a plus d'actes de management, parce qu'on le décentralise, qu'on le distribue, et qu'on donne à l'occasion à tout le monde de pouvoir un peu manager son voisin et de l'aider à progresser. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire au fond ? Ça veut dire que vraiment tous les membres d'une organisation qui n'a pas de chef, pour qu'ils puissent décider, il faut qu'ils soient tous très matures. Il faut qu'ils grandissent tous très vite. Et ça, c'est pas du tout évident. Au fond, ce qu'on cherche, c'est un peu une organisation comme ça, où tout le monde est un héros, et où tout le monde est à l'aise pour pouvoir porter quelque chose. Tout le monde peut leader un projet, mais tout le monde est aussi à l'aise pour suivre un autre leader et l'aider à grandir dans son projet. Et enfin, tout le monde est aussi à l'aise pour laisser le lead et ne pas intervenir sur des projets des autres sur lesquels on n'est pas impliqué. Et je pense que c'est la conclusion que je voulais vous donner pour cet échange, c'est finalement que si vous êtes venu ici, c'est peut-être que vous êtes déjà en train de créer une organisation sans chef, où vous vous posez la question de comment vous pourriez faire. Et j'ai envie de vous renvoyer une question, c'est qu'est-ce que vous, personnellement, vous êtes prêt à faire pour faire grandir vos équipes et vous faire grandir vous-même, et pour arriver à ce niveau de leadership où vous pourrez décider en pleine conscience et sans chef. Merci.